Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez fascinant, notre flore intestinale. Ces milliards de micro-organismes qui cohabitent avec nous. Bonjour. Oui, un véritable monde intérieur. Exactement. Et on va s'appuyer sur un article récent de supernutrition.fr du 26 août 2025 qui s'intitule « Flore intestinale, à quoi servent les probiotiques ?» Un bon point de départ. L'objectif, c'est de comprendre ce que sont ces probiotiques, ces bonnes bactéries, on va dire, et surtout ce qu'elles font. Parce que ça va bien au-delà de la digestion, apparemment. On parle d'immunité, d'humeur même. Tout à fait. C'est un écosystème complexe, comme le dit l'article. Voilà, donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Absolument. Et c'est vrai que c'est un domaine de recherche en pleine explosion. On découvre tous les jours à quel point ce microbiote est central pour notre santé globale. Alors justement, entrons dans le concret. À quoi ça sert, un probiotique? L'article, il liste plusieurs fonctions clés. Par où on commence? Peut-être la base, l'équilibre. C'est ça. Le premier grand rôle, fondamental, c'est de maintenir ou de restaurer l'équilibre du microbiote. On appelle ça l'eubiose. Le biose, d'accord. En gros, imaginez l'intestin comme un jardin. Les probiotiques, bactéries ou levures, ce sont un peu les bons jardiniers. Hmm. Ils aident les bonnes bactéries à bien se développer, à occuper le terrain. Et du coup, ça limite la place pour les mauvaises, les pathogènes. C'est une question de compétition, en fait. D'accord. Quand cet équilibre est rompu, on parle de dysbiose. Et là, ça peut causer pas mal de problèmes. Donc des gardiens de l'équilibre en quelque sorte. Et ensuite, l'article parle de protection, d'un rôle de bouclier, renforcer la barrière intestinale. Exactement. C'est le deuxième rôle essentiel. Notre paroi intestinale, c'est une barrière super importante. Oui, Les probiotiques, ils aident à la maintenir solide, notamment en stimulant la production de mucus. C'est une couche qui protège la paroi. ouais, ok. Et pourquoi c'est si important cette barrière? Parce qu'une barrière qui fonctionne bien, elle empêche les éléments indésirables, genre toxines, fragments de bactéries mortes, de passer dans notre circulation sanguine. Mhm. Si elle devient trop perméable, ces trucs passent et ça peut déclencher de l'inflammation un peu partout dans le corps ou des réactions immunitaires. Ok, ça c'est pour la défense. Mais le truc le plus connu, c'est quand même l'effet sur la digestion, non? Oui, c'est vrai. C'est souvent le bénéfice le plus direct, le plus ressenti. Troisième rôle, optimiser la digestion. Et concrètement, ça donne quoi? Ça peut être très varié. Réguler le transit, par exemple, donc moins de constipation ou au contraire aider en cas de certaines diarrhées. C'est après les antibiotiques, par exemple. Typiquement, oui. Les antibiotiques, ça fait souvent un peu le ménage dans la flore intestinale et les probiotiques peuvent aider à la restaurer plus vite. Ça peut aussi réduire les ballonnements, les gaz, ces inconforts digestifs assez courants. Très pratique au quotidien, ça. Mais alors, l'article mentionne aussi un rôle immunitaire. Et là, ça devient vraiment étonnant. Ah oui, c'est un point majeur. Quatrième rôle, la modulation du système immunitaire. Il faut savoir qu'une énorme partie de nos cellules immunitaires, genre 70%, se trouve dans notre intestin. Ah oui, quand même, hein. Donc forcément, il y a une interaction constante entre le microbiote et ce système immunitaire. Les probiotiques, ils agissent un peu comme des entraîneurs. Des entraîneurs? Oui, ils éduquent le système immunitaire pour qu'il réagisse de façon appropriée. Ni trop fort, ce qui pourrait mener à l'inflammation chronique ou à des maladies auto-immunes, D'accord. ni trop faible, sinon on est plus vulnérable aux infections, comme une gastro-entérite par exemple. Ils peuvent donc à la fois booster nos défenses et calmer l'inflammation. C'est cet équilibre qui est clé. Incroyable, cette interaction. Et ce n'est pas tout, apparemment. Il fabriquerait même des nutriments. C'est vrai, ça? Oui, oui, cinquième rôle, la synthèse de nutriments. Certaines souches de probiotiques sont capables de produire des vitamines directement dans notre côlon. Lesquels, par exemple? Principalement certaines vitamines du groupe B, comme la biotine, B8, ou l'acide folique, B9, et aussi la vitamine K, qui est importante pour la coagulation du sang et la santé des os. Donc on a des petites usines à vitamines internes, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Ça complète nos apports alimentaires, c'est pas négligeable. Bluffant. Et enfin, le dernier grand rôle abordé, et pas des moindres, le lien avec le cerveau. L'axe intestin-cerveau. Ça semblait presque de la science-fiction il y a quelque temps. Et pourtant, c'est aujourd'hui un domaine de recherche extrêmement actif. Ce sixième rôle, c'est la communication via l'axe intestin-cerveau. Comment ça fonctionne en gros? Notre microbiote, quand il est équilibré, produit plein de molécules. Des neurotransmetteurs comme la sérotonine, une grande partie est produite dans l'intestin d'ailleurs,
ou des précurseurs de neurotransmetteurs, des acides gras à chaîne courte. D'accord. Et ces molécules peuvent influencer notre cerveau, soit en passant dans le sang, soit via le nerf vague qui relie directement l'intestin au cerveau. Et ça influence quoi, l'humeur? Exactement. L'humeur, la gestion du stress, l'anxiété. C'est pour ça qu'on commence à comprendre comment prendre soin de son intestin peut avoir un impact sur notre bien-être mental. Et c'est aussi très pertinent pour des troubles comme le syndrome de l'intestin irritable, où le stress joue souvent un grand rôle. Cette connexion est fascinante. Oui, et elle est bidirectionnelle. Le cerveau influence l'intestin et l'intestin influence le cerveau. C'est un dialogue constant. Ok, on a vu les grands halls, c'est déjà énorme. Maintenant, l'article va plus loin et explore des applications un peu plus ciblées. Par exemple, l'anxiété, avec ses psychobiotiques. C'est sérieux comme piste? C'est une piste très sérieuse, oui, même si c'est encore émergent. Le terme psychobiotique, ça désigne spécifiquement des souches probiotiques qui semblent agir sur cet axe intestin-cerveau et l'équilibre émotionnel. Et on a des exemples de souches précises. Oui, l'article mentionne des recherches sur Lactobacillus rhamnosus ou Bifidobacterium longum. Des études préliminaires suggèrent qu'elles pourraient aider à moduler notre réponse au stress. Mais attention, hein, Oui. c'est un soutien potentiel, pas une baguette magique contre l'anxiété. Ça s'inscrit dans une approche globale. Et le choix de la souche précise est vraiment déterminant. C'est pas n'importe quel probiotique qui aura cet effet. D'accord, la spécificité est clé. Très intéressant. Et un autre lien, peut-être moins évident, la peau. Comment l'intestin peut affecter notre peau? C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-peau. C'est un peu le même principe que pour l'immunité générale. Si l'intestin est déséquilibré, s'il y a de la dysbiose ou si la barrière est perméable, Mhm. des molécules inflammatoires peuvent passer dans le sang et aller provoquer de l'inflammation ailleurs, y compris au niveau de la peau. Et ça peut donner quoi? De l'acné, de l'eczéma? Oui, ça peut favoriser ce genre de problème cutanés inflammatoire. L'idée, explorée dans certaines études, c'est qu'en rééquilibrant la flore intestinale avec des probiotiques adaptés, on pourrait aider à calmer l'inflammation cutanée, de l'intérieur. Logique, finalement. L'article parle aussi d'une période particulière, la grossesse et l'allaitement. Quel est l'enjeu ici? C'est une période hyper importante pour la mise en place du microbiote du bébé. Déjà, pour la mère, avoir une flore intestinale et vaginale équilibrée pendant la grossesse, c'est bénéfique. Oui? Et ensuite, lors de l'accouchement par voie basse, le bébé est en contact direct avec les flores de sa mère. C'est sa toute première colonisation bactérienne. Essentielle. Et pour une césarienne, c'est différent. Oui, le premier contact se fait plutôt avec l'environnement de l'hôpital, la peau. Le microbiote de départ sera différent. Du coup, on étudie certaines souches, comme les lactobacillus, pour voir si un soutien probiotique chez la mère peut aider. Mais là encore, c'est crucial. D'avoir un avis médical. Absolument. Surtout pendant la grossesse et l'allaitement, on ne prend rien sans l'avis d'un professionnel de santé. Bien noté. Et il y aurait même un lien avec le foie. Ça aussi, c'est assez inattendu. Oui, l'axe intestin-foie. Le foie, c'est notre station d'épuration principale. Si la barrière intestinale est abîmée, elle laisse passer plus de déchets microbiens ou de toxines. Et c'est le foie qui doit gérer ça. Exactement. Ça lui donne plus de travail. À long terme, ça peut le fatiguer et même contribuer à des problèmes comme la stéatose hépatique, le fameux foie gras non alcoolique. Donc, en protégeant l'intestin, On protège indirectement le foie. C'est ça. incroyable. Et pour finir ces applications, une qui surprend un peu, la mauvaise haleine. On pense d'abord aux dents, non? Oui, souvent l'origine est buccale, mais parfois ça peut venir d'un déséquilibre digestif plus bas. Et l'article mentionne aussi, c'est intéressant, l'utilisation de probiotiques spécifiques pour la bouche elle-même, Ah oui. comme une bactérie appelée Streptococcus salirarius. Elle peut aider à combattre les bactéries qui produisent les mauvaises odeurs dans la bouche. Donc c'est une approche complémentaire. Agir localement dans la bouche et vérifier s'il n'y a pas une cause digestive derrière. D'accord, le champ d'action est vraiment très large. Alors, la grande question, où est-ce qu'on trouve ces fameux probiotiques? Dans l'assiette ou en pharmacie? Eh bien, les deux. Et les deux approches sont intéressantes et complémentaires. D'un côté, on a les aliments fermentés. Les yaourts, le kéfir. Voilà. Les yaourts de bonne qualité, avec des ferments vivants, le kéfir, le kombucha, la choucroute crue, attention crue, pas cuite et pasteurisée, le kimchi coréen, le miso japonais. Quels sont les avantages de ces aliments? L'avantage principal, c'est la diversité naturelle des micro-organismes. C'est excellent pour un entretien général au quotidien. Ça nourrit la diversité de notre flore. Et les inconvénients?
On ne sait pas précisément quelles souches sont présentes, ni en quelle quantité, et on n'a pas de garantie qu'elles survivent tout au passage acide de l'estomac pour arriver vivantes dans l'intestin. D'accord. Et l'autre option, ce sont les compléments alimentaires. Oui, là l'approche est différente, beaucoup plus ciblée. On choisit des souches spécifiques qui ont été étudiées pour un effet précis. Comme pour les psychobiotiques, par exemple. Exactement. Et surtout, on a une quantité garantie de bactéries vivantes, exprimée en UFC, unité formant colonie. Les fabricants sérieux garantissent cette quantité jusqu'à la date de péremption. Et ils ont des techniques pour qu'elles arrivent vivantes. Oui, souvent. Des gélules spéciales résistantes à l'acidité de l'estomac ou des techniques de micro-encapsulation pour protéger les bactéries. L'objectif, c'est qu'elles arrivent bien vivantes là où elles doivent agir. Donc si je résume, euh, les aliments fermentés, c'est super pour l'entretien, la diversité au jour le jour. C'est ça. Et les compléments, c'est plutôt pour une action ciblée avec des souches précises, une dose garantie quand on a un besoin particulier. C'est tout à fait ça. L'idéal, c'est souvent de faire les deux, avoir une alimentation variée, riche en fibres et en aliments fermentés, et si besoin, un coup de pouce ciblé avec un complément adapté. Justement, si on opte pour un complément, comment on fait le tri? Il y a tellement de choix. Comment bien le choisir et bien l'utiliser? C'est une excellente question et c'est crucial. Premier point, regardez là où les souches, pas juste le genre comme Lactobacillus, il faut le nom complet de l'espèce et de la souche. Par exemple, Lactobacillus rhamnosus GG. Chaque souche est différente. D'accord, être précis. Très précis. Et vérifier si cette souche spécifique a fait l'objet d'études sérieuses pour l'effet recherché. La qualité du produit, la réputation du laboratoire, c'est important aussi. Deuxième point. La quantité. Vérifier le nombre d'UFC, il doit être suffisant et idéalement garanti à la date de péremption, pas seulement au moment de la fabrication. Ensuite, quand le prendre? Matin, soir? Souvent, on conseille le matin à jeun. L'estomac est moins acide, ça facilite le passage des bactéries. Mais le mieux, c'est de suivre les recommandations du fabricant car ça peut dépendre de la formulation de la gélule. Et pendant combien de temps? Ça dépend du besoin. Pour récupérer après des antibiotiques, 3 ou 4 semaines peuvent suffire. Pour des effets plus de fond sur l'immunité, l'humeur, la peau, il faut souvent être plus patient. Au moins 1 mois, parfois plusieurs. La régularité est vraiment la clé. Patience et régularité. Noté. On passe à quelques questions pratiques que beaucoup se posent et que l'article aborde aussi. Déjà, comment savoir si on a besoin de probiotiques? Il n'y a pas de test sanguin taux de probiotiques. L'article suggère que certains signes peuvent nous alerter. Des problèmes digestifs qui reviennent tout le temps, une fatigue qui traîne sans raison apparente, une sensibilité accrue aux infections hivernales. Ou simplement après avoir pris des antibiotiques. Oui, ça c'est un cas classique. Mais ça peut aussi être une démarche proactive, juste pour optimiser son équilibre général. Mais il faut rester raisonnable, ce n'est pas la solution à tout. Justement, est-ce qu'il y a des contre-indications? Des gens qui devraient éviter? Oui, il faut être prudent. C'est généralement déconseillé chez les personnes très immunodéprimées, par exemple, après une greffe, sous certaines chimiothérapies lourdes, ou chez les personnes gravement malades à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque théorique, même s'il est très faible, que ces bactéries vivantes puissent causer une infection chez des personnes dont le système immunitaire est très affaibli. Donc, en cas de maladie chronique ou de doute, On demande à son médecin. impérativement, on ne joue pas aux apprentis sorciers. Une autre question très fréquente, on peut espérer voir des effets au bout de combien de temps? Faut-il être patient? Oui, il faut souvent être patient. Pour des effets sur le transit, les ballonnements, ça peut parfois aller vite, quelques jours, une semaine. Ah oui. Mais pour les effets plus profonds, immunité, humeur, peau, équilibre général, là, il faut du temps. L'écosystème intestinal, ça ne se modifie pas en 2 jours. L'article suggère qu'il faut souvent compter au moins 4 semaines de prise régulière pour commencer à évaluer un réel bénéfice. Donc, persévérer un peu. C'est ça, patience et régularité. Parfait. Et une dernière question pour démêler une confusion courante. Est-ce que les fruits contiennent des probiotiques? Ah, excellente question. La réponse est non. Les fruits ne contiennent pas de probiotiques, c'est-à-dire pas de bactéries vivantes bénéfiques. Mais alors ils sont quand même bons pour la flore. Absolument. Ils sont riches en prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des fibres spéciales qui servent de nourriture, de carburant, aux bonnes bactéries qui sont déjà dans notre intestin. D'accord, c'est la nourriture des probiotiques en fait. C'est exactement ça. Donc, manger des fruits variés, l'article cite les bananes pas trop mûres, les pommes, les baies, c'est super pour fertiliser notre jardin intestinal.
mais ça n'apporte pas de nouvelles graines, si on reprend l'image du jardin. Probiotiques et prébiotiques, c'est donc une équipe gagnante. Tout à fait complémentaire. Très clair, merci. Bon, on arrive au terme de cette discussion passionnante. Si on devait résumer les points clés, Allez-y. les probiotiques, c'est bien plus qu'une aide pour digérer. Ce sont de vrais acteurs de notre équilibre global. Ils influencent l'immunité, la production de vitamines, l'humeur, la peau. Mhm. On a vu qu'il faut être attentif aux souches spécifiques, à la quantité, à la qualité des produits. Essentiel. Et qu'il y a une belle complémentarité entre les aliments fermentés pour l'entretien et les suppléments pour des actions plus ciblées. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? L'idée vraiment forte, je crois, c'est de réaliser que notre intestin est un peu comme un deuxième cerveau, un centre de contrôle essentiel pour notre santé. Prendre soin de cet écosystème, de ce microbiote, eh bien, ça a des répercussions profondes, parfois surprenantes, sur tout notre corps et notre esprit. Une vision plus globale de la santé. Exactement, beaucoup plus intégrée. Et la recherche ne fait que commencer à dévoiler toute la complexité de ces interactions. C'est vraiment un domaine fascinant qui nous réserve encore beaucoup de découvertes. Et ça nous reste avec une dernière réflexion, peut-être. Si notre intestin dialogue si étroitement avec notre cerveau, notre peau, notre système immunitaire, quelles autres conversations secrètes notre microbiote entretient-il avec le reste de notre corps? Bonne question. Quels autres aspects de notre santé, de notre longévité même, pourraient être liés à ces milliards de voisins invisibles? C'est une piste de réflexion assez vertigineuse. En effet, Merci beaucoup pour cet éclairage. avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration.